ça va être super. Moi, je dis aux éducatrices, organise-toi, hein, parce qu'eux autres, ils vont t'organiser. Et je parle des enfants quand je dis eux autres, ils vont t'organiser. Pas de sieste pour les pros, le podcast pour les professionnels de la petite enfance. Bienvenue au podcast Pas de sieste pour les pros. Aujourd'hui, on reçoit Véronique, tu n'es pas une garderie, tu es directrice de garderie Montessori. Entre autres, on va pouvoir en apprendre un peu plus sur elle. On va parler planification. C'est un peu j'allais dire le nerf de la guerre en garderie. C'est ce qui structure beaucoup les journées et beaucoup notre pratique. Fait qu'on va aller chercher l'expertise de Véronique là-dessus, mais on a toujours notre belle et merveilleuse question qui est posée par André. Bonjour André. Bonjour. Véronique, comment est-ce que tu étais quand tu étais enfant? Très drôle, j'adore cette question-là, je l'avais remarqué. Qui j'étais comme enfant? Moi, j'étais une grande rêveuse, je voulais être une artiste. OK. Je dessinais, je voulais faire de l'art, je voulais aussi être missionnaire en Afrique. OK. En fait, être comme une missionnaire en Afrique, mais pas en Afrique. OK. Le profil, mais pas le je suis un pays. peu ça, Ouais, c'est ça. parce que j'ai bifurqué vers la petite enfance. Qu'est-ce qui m'a amené là? En fait, je vous l'expliquerai plus tard parce que je pense que ça va être plus pertinent. Parfait. Mais l'enfant que j'étais, c'était une artiste rêveuse, vraiment la tête dans les nuages. Je me suis souvent fait dire que j'étais responsable à l'écoute des autres. Quand j'étais jeune, les professeurs me changeaient tout le temps de place pour être à côté de l'ami que personne voulait être à côté. OK. Parce que j'avais cette capacité-là, je pense, d'empathie très, très naturelle, de grande sensibilité. Puis ça m'a emmenée où je suis aujourd'hui. Mais l'artiste est là. Ouais, T'es c'est ça que encore j'allais dire. là. Ouais, c'est ça. Ça, j'allais dire parce qu'on se connaît un peu personnellement, puis le côté artiste, définitivement, il est resté. Puis je pense que même tu l'as comme réexploré dans les dernières années. Exact, Là. Ouais, c'est ça. c'est le fun. Véronique, on veut parler de. Je l'ai dit un peu en préambule, là, tu es directrice de trois garderies, trois garderies à Montessori à Québec. Mais tu n'as pas que ça dans ton panier, tu en parles un petit peu et tu l'apportes depuis que tu as été enfant, finalement, cette création. Mais j'aimerais ça que tu présentes un petit peu ton background. Là, au-delà d'être directrice de garderie, et on sait qu'il faut avoir plusieurs chapeaux quand on l'est, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? C'est quoi ton CV, en fait, là? Oui. Mon CV d'études universitaires, c'est un bac en enseignement de l'anglais que j'ai fait parce que je ne savais pas ce que j'allais faire dans la vie. Okay. Comme je disais, je voulais être une artiste. Puis rendue dans la vingtaine, j'avais cette mission-là intérieure de me dire... Je peux pas être une artiste là, dans mon salon dans mon petit salon studio, à faire de la petite peinture. Et j'avais 2 points là-dedans. Je me dis, je ferais pas une scène avec ça. Puis je pourrais pas trouver un mari puis faire une famille parce que les hommes veulent pas sortir qu'une artiste un peu fucké ses bars. Fait que je vais Salut essayer les de me artistes. trouver une voie. Fait que là, ça m'a amené là au bac en enseignement. J'ai fait art plastique, langue et traduction au cégep. Là, je me disais, ça va finir par venir, là, tu sais. Mais j'étais le genre de personne, je pouvais vouloir être ambulancière une journée, artiste le lendemain, tu sais, je savais pas ce que je T'avais envie de voulais. tout découvrir. Exactement. Puis tu vois, tu dis ça, là, je suis une grande généraliste, moi, aujourd'hui. C'est comme ça que je me définis, là. Je suis quelqu'un qui est très généraliste. J'ai une vision globale des choses. Donc, l'enseignement de l'anglais, en fait, j'ai fait ça après avoir un peu exploré l'Europe. M'être dit, je vais aller me promener en Europe pour apprendre l'anglais au Royaume-Uni. Je voulais pas apprendre ça au Canada, là. Avec un paquet de Québécois, c'était ordinaire. Fait que je me suis dit, je vais aller au Royaume-Uni. Fait qu'en revenant, je me suis dit, ben moi, je vais aller enseigner le français à travers le monde. Ouais. Comme ça, je vais être libre. Puis, je pouvais pas enseigner le français comme langue seconde à l'Université Laval. Ils ne donnaient pas ce cours-là. La madame, elle me dit, ben pourquoi tu fais pas anglais langue seconde? Je dis, ben c'est parce que moi, C'est pas ça que je veux, c'est le contraire. C'est pas ça que je veux. Ouais. Là, je veux pouvoir quitter le Québec. Mais elle dit, les Québécois n'ont pas accès à ce programme-là. Fait que je vais faire anglais langue seconde, c'est correct. Moi, je trouvais que mon niveau d'anglais n'était pas assez bon pour ça, mais ça a l'air qu'eux autres, oui. Fait que j'ai fait ça. Puis sur la fin de mon bac, je me suis retrouvée dans une garderie, Montessori de la Colline, qui cherchait un prof d'anglais 2 jours par semaine. Fait que j'applique sur cette job-là en me disant, écoute, c'est un prof d'anglais, là, ça ne doit pas être sorcier, mais je connais rien à la petite enfance. Dans une garderie, mes sœurs rient parce que tu dis ce que tu vas faire avec des enfants, t'en veux même pas. Parce que jeune, je savais que j'allais pas en faire d'enfants.
C'était pas c'était, mais c'était pas quelque chose d'important pour moi. Là, quand je dis que je voulais trouver un mari pour faire une famille, c'était trouver un amoureux pour la vie. Ouais, ouais. C'est Mais ça. Un j'avais complice et non pas. l'idée que ça allait me prendre du temps, moi, de trouver un amoureux, fait que ça allait être passé C'est-à-dire que si tu le faisais lot. comme les études, non, Ouais. oui, non, Exact, oui, c'est c'est comme... Fait que finalement, je me retrouve dans le bac en enseignement, je fais mon bac, puis la fin de mon bac, je me trouve ce petit job-là. Et je tombe en amour avec les enfants de 3-5 ans. Je me disais, mais mon Dieu, c'est tellement génial. Premièrement, je suis enseignante d'anglais, fait que le matériel auquel j'ai accès, je trouve ça vraiment trippant. Les enfants de 3-5 ans, c'est des éponges qui Ouais. apprennent, sont meilleurs que mes enfants de 6e année dans mes stages. Fait que je me mets vraiment à aimer ça. Puis 2 années plus tard, les filles qui sont propriétaires de la garderie me disent, ben, tu veux-tu racheter? Nous autres, on aimerait ça vendre éventuellement. Puis là, ça a été comme ma première tâche au Québec. Là, tu sais, je me suis dit, OK, je pense que je ne voyagerai pas le monde tout de suite. Puis j'achète la garderie, naïvement, comme une grande rêveuse. Si j'aime pas ça, je la revends. Mais tu sais, 6 mois plus Facile. tard, là, c'était comme, non, je la revends pas. J'avais trouvé ma place. Puis je voyais que ça allait grandir. 6-7 mois plus tard, je savais que j'allais pas rester éducatrice, enseignante. Là. Ça allait être Mhm. d'autres choses. Mhm. Ouais, mais en même temps, tu dis, c'est la variété beaucoup qui t'attire, là. Et, puis, tu sais, on va probablement en parler aussi dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, là, la planification, la variété est importante. Mais quand on est gestionnaire, directeur, propriétaire, peu importe, cette question de variété, cette question d'adaptation est très, très, très présente, en fait, Oui. quand on dirige une garderie. Donc, c'est pas si étonnant que tu sois resté tellement... on a dû t'attraper sur plein de sujets différents. Il faut que tu sois... que tu sois RH, que tu sois comptable un petit peu, que tu sois comme visionnaire pour Oui. la Ben, garderie. le plaisir de découvrir, le plaisir de faire. Moi, je suis une fille qui aime faire émerger les choses. C'est là que je le relie à mon tempérament artiste. J'aime ça, le chaos, puis faire émerger quelque chose de ce chaos-là. Je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant parce qu'en fait, puis là, je vais C'est le chaos en un personne. peu, ouais, c'est ça, je vais un peu ailleurs, mais tu sais, des fois, il y a une distinction qui est faite entre les garderies privées puis les garderies, les CPE. Puis je suis convaincu, en fait, cette histoire-là, elle parle pour beaucoup de directrices de CPE qui ont été dans cette situation-là où est-ce que, bon, il y a une opportunité, ils ont saisi, puis après ça, ils se sont trouvés un rôle de directrice sans passer par l'achat parce que justement, ce côté-là créatif-là, puis c'est pas nommé comme étant de l'entrepreneuriat de prendre ces rôles-là, mais la réalité, c'est que c'est des corporations, ils sont touche à tout, comme Oui. des garderies privées. La nuance, je trouve que la ligne, on la trace beaucoup trop facilement, alors qu'il y a beaucoup plus de ressemblances que qu'est-ce qu'on pourrait penser avoir entre les directeurs et chemins. les Ouais, exactement. Ouais. Excuse, je voulais pas Hey, non, t'interrompre. j'aime ça, j'adore ça que tu t'amènes ça. En fait, c'est la créativité, Ouais. c'est la PME aussi, là, tu touches un peu à tout. Puis dans le domaine de la garderie, tu touches ta créativité des enfants. Ouais. C'est très, très, t'es proche de ton artiste. C'est intéressant, en fait, ça, c'est ouais. notre artiste, c'est notre enfant intérieur, là. Ouais. Fait que t'es constamment en contact avec, tu sais. Fait que moi, ça répondait à mon besoin de créer, peinturer les locaux, mettre ça beau, faire des activités pour les enfants. Après ça, ben la même chose pour les éducatrices parce que tu transposes. Non, c'est intéressant le point que tu fais. On en parlera souvent en fait de cette distinction qui est souvent faite, que vous l'avez compris, nous on partage pas cette distinction-là, puis je pense que on a la même vibe Ouais, là-dessus. Là, l'idée est de parler d'un domaine d'activité, d'une application, comment t'appelles ça? Une vocation. Merci, une Puis vocation. c'est chercher le terme. surfait, là, c'est surfait. Ben, le Bon, terme, ouais. on s'entend, là, mais reste que c'est ça. Il y a une volonté de voir croître, puis d'accompagner les enfants dans leur croissance, puis dans leur croissance qui leur sont propres. Là, on s'entend, comme Oui. tu disais, c'est l'enfant qui est curieux, qui a sa nature à lui. C'est pas... on est là pour soutenir, puis être là comme tuteur, mais ça reste que c'est leur développement à eux. Là. Exact. Ouais. Parlons de développement. En fait, on le sait, ou pas, en tout cas ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas encore fait le saut dans le domaine de la petite enfance, il y a beaucoup d'exigences en termes de développement des compétences des enfants. Puis c'est bien normal, ils font 90% de leur journée, ils sont en garderie. Faut qu'on soit un soutien majeur pour le développement qui est fait à la maison.
Donc, pour aider ça, en fait, on a des planifications. Oui. Et la planification a été beaucoup remise en question ces dernières années par le ministère, à juste titre, à mon sens. Et ça, c'est mon avis à moi toute seule, là, mais remise en question dans le sens où il fallait dépoussiérer un petit peu les pratiques, ramener une qualité éducative qui était perdue pour tout un tas de raisons, et je le répète, dans tous les milieux. La planification, nous, à Esprit de famille, on a eu cette réflexion-là, puis on travaille ensemble Dans cette démarche-là. Merci. On a plein de questions pour toi. D'abord, une planification, qu'est-ce que c'est? C'est quoi les bonnes bases d'une planification? Comment on s'imprègne de ça? Qu'est-ce que ça signifie faire une planification? Ben, en fait, ça s'intègre dans le processus de l'intervention éducative, là, ce grand mot-là du ministère de la Famille, du programme éducatif, le processus d'intervention éducative, c'est quoi? En fait, la planification est la deuxième étape de ça, parce que la première, c'est l'observation. Et c'est ça, toute la remise en question du ministère de la Famille. On veut beaucoup, je crois, aller vers le jeu libre, observer les enfants, et on parle d'y aller selon l'intérêt, selon les besoins de l'enfant. Parenthèse très drôle, Maria Montessori disait ça il y a 130 ans. Sa pédagogie scientifique s'appelle la pédagogie Montessori, et la base de la science, c'est la base de l'observation. On observe l'enfant et de où l'enfant est rendu, de qu'est-ce qu'il nous démontre. Okay. On le guide vers des activités. Donc, bonjour, le ministère de la Famille. Maria, si tu nous entends. On parle de l'observation des enfants et de les suivre selon leur intérêt. Ça, c'est dans le processus de l'intervention éducative. Puis cette première étape-là est super importante, mais elle est un grand défi pour les éducatrices. La réalité, on voulait parler de la réalité du terrain, là, on en parlera tantôt. La réalité du terrain est complètement différente de la théorie. Si ça fait 10 ans que tu es éducatrice, puis ça fait 6 mois ou 2 semaines, tu n'es pas la même éducatrice. Tout ça pour dire que la planification, c'est la deuxième étape. Vient avant ça l'observation. Bien sûr, la troisième étape, ça va être l'action éducative, faire ton activité, tes activités que tu as planifiées, interagir avec l'enfant. Puis la quatrième étape, ça va être une rétroaction, une réflexion sur ton travail. Une des choses que j'ai en tête tout le temps, pour faire une rétroaction sur ton travail, il faut d'abord que tu maîtrises un peu ton travail, que tu le connaisses. Pour avoir une bonne analyse, en fait. C'est là que je trouve que la nouvelle voie qu'on prend, elle est super intéressante pour les éducatrices qui sont dans leur travail depuis super longtemps. Ouais. Mais la réalité du terrain, c'est que les éducatrices ne sont pas formées. Ils n'ont pas de formation, ils n'ont pas fini leur diplôme, ils n'ont pas d'expérience. Puis ce processus-là fait peur. Et je crois qu'il faut le déconstruire pour arriver à le reconstruire par la suite. Je vais mettre une nuance, parce que je trouve ça vraiment intéressant, puis je me dis juste quelqu'un qui pourrait être à l'écoute pourrait dire « Oui, mais moi ou mon groupe, il est qualifié, il est... Oui. » Puis en fait, moi, je pense que s'il y a de quoi, faut capitaliser sur... puis essaimer ces connaissances-là, puis ces pratiques-là. Je pense que c'est de quoi qui est pas tant mis de l'avant. On fait beaucoup de... Bon, il y a la formation, la RAC 96, ce genre de choses-là, mais de reconnaître les expériences autant des gens au niveau de la direction adjointe ou même des éducatrices qui sont qualifiées. Il faut qu'il y ait des échanges, la communication pour être capable qu'il y ait une pollinisation, du co-développement, effectivement. Oui. Ben, j'aime ça quand tu amènes ça. Pour moi, tout de suite, l'idée de co-développement, c'est, premièrement, d'enlever l'idée du jugement. Là, la personne qu'on m'a envoyée, tu sais, des fois, tu arrives avec une aide éducatrice qui n'a pas beaucoup d'expérience, puis des fois, les éducatrices qualifiées vont chialer. Elle n'est pas bonne. Je suis comme, ben non, elle n'est pas bonne. Elle débute. Tu as déjà été là aussi. Ça, c'est une des choses, d'enlever ce jugement-là et de voir comment on peut aider les éducatrices qualifiées à passer leurs connaissances. Et moi, je me suis noté ça. Là, je suis très, très... l'approche coaching, tout ce que j'ai lu sur le coaching, puis j'ai fait une formation là-dedans aussi qui n'est pas terminée. J'ai fait, OK, moi, c'était mon approche naturelle. Puis le lien que je fais avec Maria Montessori encore, puis de développer le potentiel des enfants, c'est qu'elle prend l'enfant où est-ce qu'il est pour l'emmener plus loin. Et moi, quand je me suis mis à étudier cette philosophie-là, je me suis dit, bon, mais c'est ça pour tout l'être humain, de toute façon. Donc, je dois prendre cette éducatrice-là, l'emmener plus loin, partir de quelque chose, partir de ce qu'elle connaît,
Et même chose, quand tu dis les éducatrices qualifiées, elles doivent pouvoir apprendre à passer leurs connaissances. Transmettre, Donc, c'est peut-être là aussi que ces éducatrices-là peuvent avoir accès à du coaching. Comment tu coaches la fille que je t'envoie? Ouais. Puis ça s'apprend, puis il y a de former des gens, d'apprendre à former des gens, puis d'apprendre à coacher des gens. Justement, ça s'apprend, puis il y a des milieux où est-ce que justement la formation, pas que c'est mal vu, mais bon, t'es encore en train de former un petit nouveau. Puis justement, en plus, des fois, il y a des enjeux de roulement de personnel, donc je dois recommencer à le faire, puis tout ça. Mais la réalité, c'est que si tu le fais à assez grande échelle, même s'il y a une ou deux personnes qui partent, ben, ta cohorte, on va dire, ou ton groupe devient assez fort pour être capable de continuer. Il y a une nouvelle personne qui rentre dans le groupe, il y a une nouvelle personne qui rentre dans le groupe, on l'intègre, puis elle va être capable de justement continuer à apprendre, embarquer dans la démarche qui est déjà démarrée. Là. Oui. Ouais. C'est drôle parce que on a parlé du mot coaching, formation, Ouais. c'est deux choses Absolument. différentes. Je trouve que l'approche coaching est vraiment intéressante. Aujourd'hui, dans un ère technologique où tout ce que tu peux faire online, C'est ça. moi, je me suis dit, j'aime ça la formation online. Je ne prendrais pas mon médecin qui a fait une formation de médecin online. Fait qu'il y a des formations qui n'arriveront jamais à être totalement utiles dans tout ce qui est online. Et éducatrice aussi. À un moment donné, il faut que tu touches le matériel, il faut que tu sois en contact avec l'enfant. Tu peux pas juste faire une formation théorique puis aller mettre ça en pratique, ça va se faire comme ça. Il y a une expérimentation que tu devras expérimenter, tu devras essayer. Puis l'éducatrice en est un parce que tu es avec des humains. Tu prends en considération, tu sais, quand je regarde la théorie, je te dis le processus d'intervention éducative, OK, parfait. Là, je te donne un groupe, tu en as 8, tu en as 16, tu as une collègue, tu en as 3 qui vomit, tu as 2 parents pas contents. Ça se peut que la théorie, ça devienne OK, là, ça rentre plus dans une Puis case. c'est l'heure de la routine. Allez, go! Oui. Tu as la routine, tu as les soins des enfants, tu as ce que tu dois connaître sur le développement de l'enfant, parce que dans ce processus d'intervention éducative-là, ça ne prend pas en considération que l'éducatrice, à quel point elle connaît le développement de l'enfant. Fait que si tu n'as pas de connaissance sur le développement de l'enfant, qu'est-ce qu'un enfant de 2 ans fait à peu près? Qu'est-ce qu'un enfant de 3 ans fait? Comment tu fais pour planifier des activités qui correspondent à son développement? Fait que c'est vraiment un gros bagage de connaissances que ça te prend. Et il y a une partie de ce bagage-là que tu vas aller chercher dans l'expérience. Je fais encore un parallèle avec Montessori, parce que j'ai tellement lu sur elle. En fait, elle a tout fait cette philosophie-là, cette pédagogie-là par expérimentation avec les enfants. Elle a monté son matériel en expérimentant le matériel, en prenant des notes sur son matériel, puis ça s'est peaufiné. Aujourd'hui, je fais, mais c'est encore ça? C'est encore ça que chaque éducatrice doit faire. En fait, justement, tu parles de chaque éducatrice doit faire. Tu parlais des différentes étapes de la planification, là. Et tu parlais aussi de la réalité terrain. Nous, on aime parler de ça parce que souvent, tu as la théorie en disant, en théorie, il faudrait que tu fasses telle affaire, telle affaire, telle affaire. Puis il y a la vie où c'est le chaos. Je sais pas pourquoi je me tourne vers toi à chaque fois quand on parle de chaos. C'est le chaos. Il y a 3 enfants qui vomissent, t'as un parent qui est pas bien, avec qui il faut intervenir. Fait que la vie, des fois, te demande presque d'être à 3 endroits ou dans 3 interventions en même temps. Puis c'est l'heure de la routine du passage au dodo. Là, fait que, c'est comment tu es capable, qu'est-ce que tu dis aux équipes qui mettons, là, il y a des gens qui sont expérimentés ou pas, etc. Donc, on a la structure de la planification, puis on va revenir, qu'est-ce qu'on y met dedans, mais ça se peut que ça soit tout foutu en l'air, ça, parce que la vie... Qu'est-ce que tu dis à ces filles-là, en fait, qui ont travaillé quand même pour faire cette planification-là? Ben, c'est drôle parce que ce qui me vient pendant que tu parles, la première chose pour moi, même avant le processus d'intervention, l'observation, tout ça, c'est l'aménagement des lieux puis l'organisation. Ça va être super. Moi, je dis aux éducatrices, organise-toi, hein, parce qu'eux autres, ils vont t'organiser. Je parle des enfants quand je dis eux autres, ils vont t'organiser. Fait que, tu sais, pour moi, c'est l'aménagement des lieux, comment c'est organisé. Parce que si c'est bien pensé, bien organisé, que c'est aménagé pour que ça réponde à leurs intérêts, il y a une grosse partie de la job qui est faite. Puis il y a une grosse partie du travail d'aller observer que tu vas pouvoir faire. Tu parlais de le chaos. Là, moi, je dis tout le temps, je suis vieille, là, le flic à maternelle, avec Arnold Schwarzenegger qui arrive dans la maternelle, puis c'est le chaos total. Tu peux pas rien faire là-dedans.
Fait qu'il faut que tu organises ça. Ouais. Donc, tu peux tout mettre de côté, le processus. Je t'en parle même pas du processus d'intervention éducative. Je pourrais même dire, on va même pas en train de te demander d'observer les enfants. Ils ne sont pas observables. Il court Ils trop sont vite. pas dans une situation Reviens avec ta d'apprentissage. Il n'y a pas ça. Ouais. Fait que tu organises ton aménagement, tu divises tes coins, tu mets des activités. C'est là que tu connais un peu le développement de l'enfant ou quelqu'un vient t'aider. Ouais. Tu mets des activités que tu sais que ça va répondre à leurs besoins, qui vont se concentrer. Oh, puis là, ça va se calmer un peu. Tu vas avoir des petites mains au travail. Moi, j'appelle ça des petites mains au travail. Tu avais l'air de vouloir Oui, sauter ben en sur fait, quelque chose. je trouve ça vraiment intéressant parce qu'en fait, les gens, trop souvent, se disent ouais, mais c'est le chaos. Fait que ça sert à rien d'organiser le chaos. Puis, en fait, la réalité, là, on rentre dans d'autres choses Oui. complètement, mais la vie, c'est le chaos. Oui. Là. Puis, tu sais, tout peut changer tout le temps. Oui. Bon. Mais si tu t'organises pas toi-même à la base, ben, là, évidemment que le chaos prend dessus sur tout. Puis des fois, ta planification, même ton organisation, ça va faire. Puis il y a des fois où est-ce que, ben là, il faut que tu laisses aller, dire, ben là, cette activité-là, clairement, ça ne marchera pas ou tel. Mais au moins, ton cadre, il est là. Puis si tu as peut-être un plan B, tu as peut-être une structure qui fait que, évidemment, ça va être le chaos. Mais Oui. au moins, tu vas être capable, tu vas être outillé pour le gérer, ce Oui. chaos-là. Puis le chaos va se gérer de lui-même. Ouais. Tu as parlé de ça, du chaos, puis ça m'a amené le silence aussi, parce qu'à Montessori, les gens ont bien peur. Là. On oblige les enfants à travailler dans le silence. Moi, j'ai jamais dit aux enfants qu'il fallait qu'ils travaillent dans le silence. Et même des fois, des éducatrices vont me dire « Ouais, mais là, je peux pas le faire. Ils sont pas en silence. » Mais je dis « Fais-le. Et le silence, c'est un résultat Ouais, du ouais. fait que tu as occupé Tu as eu les enfants, l'attention, ouais. qu'ils ont trouvé une activité qui les absorbait. Puis là, tout d'un coup, les petites mains travaillent, C'est intéressant. puis la bouche est fermée parce qu'ils sont passionnés par ce qu'ils font. Ouais. Et là, tu obtiens le silence. Ouais. Pas parce que tu le veux, parce que c'est le résultat d'un enfant qui s'est concentré, ou d'un n'importe quel adulte. Ouais. Il y a ça, fait que c'est super important. Puis le chaos dont tu parles, c'est que tu vas organiser les choses. Puis comme je te dis, les enfants vont se sentir appelés vers quelque chose. Puis c'est ça que Maria Montessori disait. Quand l'enfant va être absorbé, il va se concentrer. Il va s'autodiscipliner. Je disais ça à des filles l'autre fois. Bon, tu mets des fois des jouets traditionnels là, quand on ne sait pas pourquoi ils ont été inventés. Je donne la ferme. Un enfant de 2 ans, tu lui sors la ferme, les animaux. Il est allé à la ferme à peu près une fois dans sa vie. Toutes les choses qui ont du poil, c'est un chien. Il commence à différencier le chien du chat, du cheval. Il ne se fera pas un scénario avec la ferme. Là. Il mange les animaux puis il les tire à terre. Ouais. Mais si tu lui donnes un petit pot avec un petit trou dedans, puis 10 billes, il Ouais. faut qu'il mette les petites billes dans le trou. Ouais. Hey, là, c'est un projet. Là. Ouais, ouais. Je te jure que s'il en échappe une à terre, on l'a fait cette semaine avec des filles, c'était drôle. L'enfant, il les échappe à terre, il se lève, il va y chercher. Là. Ouais, ouais. Parce que là, ça C'est va ses dans le petit billes, trou ouais, qu'il y a c'est là. ça, ouais, ouais. Mais la ferme avec les animaux, je sais pas, moi, Véronique, tu veux que je fasse quoi avec ça? C'est Tu sais, c'est intéressant, ça me fait penser, une fois, on était allé on avait loué un chalet en famille, puis on avait Eve à ce moment-là qui avait, je vais vous dire, 2 ou 3 ans. Puis on arrive là-bas, puis on n'a pas amené tant de jouets, on n'a comme pas amené grand-chose. Puis en fait, elle a trouvé Mauvais parents. Ouais, c'est ça. Elle a trouvé un bloc de bois. Puis pour de vrai, le bloc de bois, on l'a encore. Puis c'est une retaille là, d'un 2x4. Là. C'était vraiment ridicule. Sauf qu'elle a joué avec tout le long. Elle a fait n'importe quoi avec. Elle a tout créé son univers autour de ça. À un moment donné, c'était un téléphone. Elle faisait semblant de parler au téléphone. À un autre moment donné, c'était d'autres choses. D'autres fois, elle lançait. D'autres fois... Puis ils ont ça inné en eux. On n'a pas besoin de... Ben, dans une certaine mesure, là, mais ils ont cette curiosité-là puis cette créativité-là de dire... Oui. C'est ça que j'ai dans les mains, c'est ça que je dois faire. Puis justement, comme tu dis, les billes, le plat, ils ont cette propension-là à vouloir expérimenter. Exact. Oui, exact. Ben, puis tu sais, il y a cette possibilité-là à la créativité et il y a aussi toute l'expérience concrète qu'on va leur donner de la vie. Quand je dis ça, là, parce que Maria Montessori, puis ça, je suis d'accord avec elle et pas. Ouais. Elle disait que les enfants, ils n'ont pas une grande créativité. La créativité, ça se développe à l'expérience concrète que tu as de la vie. Okay. Et moi, une des choses que j'ai notées, je me dis, en effet, le premier jeu de rôle que les enfants font,
15 mois, 16 mois, Ouais. déjà papa, maman, Maman, ils prennent ouais. le bébé, ils lui donnent le biberon. Ouais. Ils ont eu cette expérience-là concrète. Définitivement. Un enfant de 2 ans et demi ne fera pas un scénario de restaurant. Ouais. Oups, un petit peu la cuisinette. Tu vois, c'est les Mm. premiers jeux de rôle Ouais. qu'ils vont faire. Mimétisme, ouais. Mais si tu leur donnes un travail, quelque chose à faire, oups, là, il y a un but, il y a une fin à ça. Puis, ils vont développer autour de ça. Moi, je le vois que les enfants de 4 ans, 5 ans, oups, ça tombe dans la créativité. Ça se fait des constructions avec les blocs. Un enfant de 2 ans, tu vas mettre le bleu sur le bleu, le rouge sur le rouge. Ça va être ça qui va être intéressant. Mm. Fait que autant qu'ils ont une capacité de développer leur créativité, puis de faire autre chose avec les choses, autant qu'il y a un grand intérêt pour découvrir qu'est-ce que nous autres on fait. Qu'est-ce que tu Parce leur qu'ils nous proposes? regardent, Ouais, ils disent, ouais. hey, Mm. c'est intéressant ça. Tu donnes un set de clés à un bébé en plastique, puis ton vrai set de clés, Ouais. c'est sûr qu'il prend le vrai set ben de oui. clés, là, même à 12 mois. Ouais. Il a bien compris que ces clés, ils rouvrent rien. Ouais. Mais que les tiennes, Il les a Ça fait vus. des ouvre bruits, tout, il y a un paquet d'affaires qui les intéressent. Ouais. Fait que cette chose-là, ce travail-là, l'enfant Montessori disait que jouer, c'est travailler, travailler, c'est jouer. Donner un travail à l'enfant Ouais. qui fait du sens pour lui va l'aider à se développer et à expansionner sa créativité aussi. Le classique de genre, tu passes à tondeuse, ton enfant il est autour, il tourne autour, tu veux faire attention, dis-y de passer sa tondeuse, Oui. puis là il va être absorbé bien raide, puis Oui. c'est super. Juste pour closer sur de quoi, tu as parlé de la créativité, puis le fait que un enfant, c'est créatif, mais pas. En tout cas, puis en fait, j'ai le goût de dire c'est notre point de vue de la créativité, dans le sens que. Le jeu de rôle ou quoi que ce soit, mais Oui. tu sais, tu dis le bleu sur le bleu, le vert sur le vert, il y a quand même un apprentissage, une volonté de comprendre le monde qui les entoure, Oui. parce que tout Complètement. est nouveau Oui. et donc tout est... Oui. Puis quand tu dis cette volonté-là de comprendre le monde, elle est extrêmement grande. Ouais. Extrêmement grande, c'est ce qui fait que cet enfant-là veut tout découvrir, veut tout toucher, Ouais. et aussi va avoir la patience d'attendre à côté de toi quand tu lui montres quelque chose. Ok. Si tu veux faire une recette avec ton enfant, il y a cette capacité-là là, d'attendre, parce que là, je vais te sortir les ingrédients, Ouais. on va les mettre en ordre. Ils ont une grande capacité quand on leur donne l'opportunité de faire des grandes choses. Ouais, c'est intéressant. Le podcast Pas de sieste pour les pros vous est présenté par Mangrove Petite Enfance, le logiciel de gestion qui vous permet de vous libérer du temps pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Ouais. C'est comme le support d'apprentissage aussi, là, qui amène à l'expérimentation. Là, tu dis, ben, en fait, tu t'apprends parce que t'attends parce que tu vas apprendre et tu le sais, là, finalement. Oui. C'est un peu c'est l'expérimentation. Puis, c'est quoi la place que tu peux donner? Tu sais, mettons, là, en fait, on n'a quand même pas parlé de ce qu'on met dans la planification. Tu as un peu expliqué les différents... ta conception Oui, autour de exact. comment concevoir, mais d'un point de vue vibe, là, tu sais, dynamique, la planification. Il y a différentes sphères, différents domaines, en fait, en tout cas, Oui. qu'il faut aller rejoindre. Comment tu construis ça sans virer fou? Parce qu'en fait, c'est ce que tu dis un peu aussi derrière ce que j'entends dans ton discours, c'est important de professionnaliser les pratiques, d'apporter de l'expérimentation à l'enfant, qu'elle soit adaptée, pas virer fou non plus avec des espèces de concepts complètement incroyables et qu'il faut absolument prouver aux parents qu'ils ont payé 70-80 $ une garderie et que c'était justifié vraiment Oui. beaucoup parce que regardez la peinture en aquarelle qu'il a fait, voici mon autoportrait à 1 an et demi. Oui. Là. Fait que l'idée est aussi de relativiser les attentes des parents et donc d'expliquer aussi à quoi sert la planification et qu'est-ce qu'on y met dedans. Oui. Ben, c'est drôle, tu m'as donné un paquet d'idées En cours de route. en cours de route. Une des choses, c'est que à la base, juste la vie de tous les jours, c'est déjà dans la planification pour les enfants. Apprendre à marcher, tenir ton biberon, aller porter ta couche, venir me porter tes chaussures pour que je t'aide à les mettre tes chaussures. Toute la vie Ouais. est déjà c'est déjà des activités du quotidien. Plus t'es petit, plus c'est des activités naturelles. Ça m'a donné l'idée de ça parce que je trouve que des fois, on se casse la tête à faire plein de choses compliquées où les parents ont des attentes. Moi, j'ai déjà dit à des parents, hey, votre enfant m'impressionne pour telle raison. Et je me souviens, le parent me regarde, ben, qu'est-ce que tu veux dire, elle est intelligente? Ben, je dis, elle ouvre sa boîte à lunch tout seul, elle mange son sandwich, elle est autonome. Pour un enfant de 18 mois, là, c'est très autonome. Tu sais, on dirait que le parent avait des attentes. Je pensais qu'elle jouait du violon. Elle s'en va à l'université en maths. C'est ça. Tu sais, écoute, elle s'est déjà comptée. Mais ça me fait penser aussi que les parents
n'ont pas toujours la notion de c'est quoi le développement de l'enfant, puis l'effort que ça prend pour arriver à quelque chose. Ouais. Et puis comment tu calques aussi ça? Tu dis, elle va à l'université. Maintenant, dans les garderies, on fait la photo des finissants des garderies. Oui. Puis c'est cute, là, les enfants sont mignons, tout ça. Je comprends l'étape derrière ça. Mais pour moi, en fait, on vient calquer un modèle adulte, Oui. un processus d'apprentissage long, fastidieux, à quelque chose qui débute seulement. Oui. Puis c'est pas grave s'il n'a pas son costume de finissant. Dans ma tête, c'est comme tu viens contrevenir un petit peu, mais là, on part un débat autour de c'est tout ça. ça, là, fait que c'est pas tant le point, mais comment tu calques un peu sur ces attentes-là? En fait, ce que tu as allumé, c'est l'enfant qui aime le processus. Ouais. Les enfants aiment faire pour faire. Ils n'aiment pas le résultat du bricolage que tu leur as fait faire à la fin. Ils l'admirent 2 secondes, c'est terminé. Mais ce qu'il a aimé, c'est découper avec les ciseaux. Donc, dans ta planification, C'est intéressant. pour moi, dans l'organisation des lieux, tu vas avoir plein d'activités qui vont permettre à l'enfant de faire pour faire. Ça, c'est le moment présent. Là. Je coupe avec des ciseaux. Moi, j'ai une activité comme ça dans Montessori. Là, c'est une bandelette avec des petites lignes dessus. C'est juste couper les bandelettes. Puis là, je te donne un petit sac Ziploc, tu ramènes ça à la maison avec ton nom dessus. Puis, ton bricolage, c'est pas un pingouin que Véronique a fait la moitié du bricolage. Que tu as dû faire pendant le C'est ce dodo. que tu as Là. découpé. ça. Au début, peut-être pas sur la ligne, puis éventuellement, tu découpes sur la ligne, puis c'est toute la motricité fine des enfants qui travaillent. Puis pour moi, c'est un exploit. Là, quand tu arrives à découper sur la ligne, là, après ça, tu fais des petits cercles, puis tu fais d'autres choses. J'y arrive moi-même toujours pas, moi, je vais te dire. J'ai un Fait que peu pour raté moi, une partie de ta planification, c'est ce que tu mets à la disponibilité de l'enfant. Tu vas avoir du coloriage. Tu vas avoir des activités de base qui sont là tout le temps. Pour moi, un coloriage, c'est pas une activité spéciale. Les enfants devraient pouvoir colorier à tous les jours. Des petits dessins sur un grand, sur un mur, tu mets des trucs verticaux pour que l'enfant puisse y avoir faire accès, et refaire. L'enfant a besoin de répéter souvent. L'enfant qui apprend à marcher, moi, c'est souvent cet exemple-là que je dis. Les parents vont pas... l'enfant va pas dire hey, c'est tough marcher, là. Fait une couple de fois, j'essaye. Je suis tombé la dernière fois, c'est fini. Hey, là. va jusqu'au bout, all-in. Ouais. Mais c'est ça pour tout le reste. Colorier entre les lignes. Fait que si tu le fais colorier juste une fois par semaine, c'est pas assez. Puis en même temps, dans le chaos, tantôt qu'on parlait, c'est sûr, si tu lui sors des affaires juste une fois ou 2 semaines ou à la semaine, lui, il est tout fou, là. De la pâte à modeler, si tu sors ça une fois par mois, il fait n'importe quoi avec. Mais si tu lui donnes accès à de la pâte à modeler à tous les jours, dans 3 semaines, il arrête de la manger, puis il taponne. Et là, il fait vraiment des créations avec. Il y a un budget pâte à modeler. Faut que tu passes par certaines choses. Tu me posais la question sur la planification. Pour moi, dans ta planification, tu vas avoir l'organisation, mais tu vas avoir toute la petite planification autour du développement de l'enfant que tu vas faire avec les 4 sphères de développement. Tu vas aller toucher à la sphère cognitive, la sphère psychomotrice, c'est ça que le ministère de la Famille nous demande aussi, le langage, puis la sphère socio-affective. Puis moi, dans la sphère socio-affective, c'est là que j'amène tout ce qui est naturel, tout ce qui est tolérer l'autre, s'asseoir à côté de l'ami. J'avais le flash tantôt, si mon activité, c'est de lire une histoire aux enfants pour faire de l'éveil à la lecture. C'est un projet, là, lire une histoire à des enfants pour l'éveil à la lecture. Quand ils ont 18 mois, ouais. Bien avant qu'ils puissent s'asseoir en cercle, écouter l'histoire, ben, tu vas avoir t'asseoir en cercle, apprendre à t'asseoir à côté de l'ami, sans mettre les mains dessus, sans que le genou touche, parce que tu as touché à mon genou, puis là, tu as de la chicane. Fait que, tu sais, c'est apprendre comment ton espace... comment tu te gères dans l'espace, comment tu prends assez d'espace pour ne pas déranger l'autre. Après ça, ben, tu t'assois les petites mains dans ton... C'est plein de choses qu'on apprend aux enfants. Moi, j'ai toujours appris aux enfants de s'asseoir les petites mains dans leur creux pour pas qu'on pile ses doigts, pour pas que les autres te pilent sur les doigts. Fait que c'est plein de choses qui sont là, puis ça fait partie de toutes tes petites routines de vie qui vont t'amener à faire des activités de planification sur les 4 sphères de développement. Pour que les enfants soient disposés à vouloir les faire, les activités que tu as proposées. Donc, tu aménages l'espace, tu aménages les supports, donc les jouets, en tout cas, mais pas les jouets, mais en tout cas, les activités, les ateliers que tu peux mettre à disposition. Et finalement, tu crées avec leur corps, finalement, là, j'ai envie de dire, tu vas créer des moments parce que tu vas lui dire, bah, tu fais cette activité-là, ça crée le silence, fait ça permet de calmer. Tu vas lui dire, bah, assieds-toi, puis lui donner une façon de s'asseoir pour permettre que la vie en société se passe mieux, etc. C'est comme utiliser aussi l'enfant comme un...
comme un support. C'est un peu bizarre de dire Oui. ça comme ça, là, mais... Ben, moi, j'entends ça, quand j'entends ça, c'est comme les activités préliminaires, la fonction du milieu, la préparation de l'environnement. Puis quand je dis la fonction du milieu, c'est que l'enfant, lui, il est comme nous. Il veut savoir comment l'environnement fonctionne. Fait que si tu mets à disposition juste des jeux, puis ben allez-y, jouez librement. Free for all, ouais, c'est ça. Lui, il sait pas. C'est Il sait beau, pas c'est le comment chaos. arranger les choses. Il sait pas comment faire Ouais. les choses. Ouais. Si tu lui montres pas comment déplacer une chaise, on est toujours en éducation, puis même au primaire, on répète. Moi, des fois, je dis, ben arrête de répéter et va lui démontrer. Et sur les routines, parce que la question va sûrement venir, Oui, elles pour sont moi, bien. les routines, elles doivent être pratiquées. Tout est nature à être une activité. C'est pas juste une activité, je fais un bricolage, une chanson, je fais un parcours moteur. Tout est une activité. Arriver à faire le parcours moteur, il y avait une activité préliminaire qui nous a préparé à ça. On a demandé les enfants le silence, on a peut-être fait un rang, on leur a expliqué le parcours moteur. Mhm. Si tu veux qu'ils fassent le parcours moteur, il faut toujours bien qu'il y ait une explication de comment le faire. Ouais. Ou encore, qu'il y ait une ouverture d'aller vers eux pour pas qu'ils fassent des choses dangereuses. J'ai une maisonnette dans ma cour, tu montes pas sur le toit. C'est parce que ça peut être dangereux, mais je vois qu'il y a des places, je vois que tu as envie de monter. Je vais te diriger où tu peux aller grimper, par exemple. Ouais, C'est ouais, ça aussi. Ouais, intéressant. Ouais, il y a aussi toute la question autour de comment tu impliques le parent dans la planification. Tu sais, on comprend que la coéducation est importante, la communication avec le parent est importante. On a parlé tout à l'heure des attentes, etc. Fait que, il y a plein de façons de communiquer les planifications. Tu as encore là des plateformes qui vont permettre ça. Ma petite enfance le permet. Oui. T'en as d'autres encore qui le permettent également, ou alors t'en as d'autres qui passent papier, en fait, qui font Oui. leur saisie de planification d'activité à la main et qui l'affichent devant le local. C'est quoi la meilleure façon de communiquer la planification pour gérer les attentes, en fait, aussi des parents? Oui. Ben moi, je pense, ce qu'on a souvent fait, puis ce qu'on on a arrêté pendant quelques temps parce qu'on avait moins d'éducatrices formées, puis là, on l'a remis. Je suis encore dans « je t'invite à venir chez nous ». On a souvent fait des 5 à 7, présenter qu'est-ce que c'est les activités qu'on fait, comment faire vivre aux parents une mini causerie d'enfants, une mini activité. Le parent devient l'enfant. Tu viens un 5 à 7, je te sers une petite bouchée, je te montre les chansons que je fais à l'enfant, je t'explique qu'est-ce que je fais, comment je les fais. Je pense que les parents sont beaucoup plus intéressés qu'on peut le penser. Donc, ces 5 à 7-là sont vraiment gagnants. Les parents se mettent dans la peau de l'enfant. On fait une autre occasion où, en fin de journée, les parents viennent jouer avec les enfants dans la classe. Tu viens, puis tu envoies les enfants dehors, mais tu en gardes 4-5 pour pouvoir avoir les 16 parents puis les 16 enfants. Tu gardes 3, 4, 5 parents et enfants. Et là, tu peux faire des activités avec les parents et les enfants, puis en même temps leur expliquer. Parce qu'il y a un intérêt pour comprendre ces choses-là. Ouais. Une chose qu'on a fait souvent aussi, je fabriquais un bricolage. Je mettais ça dans une enveloppe, puis les enfants partaient le Ouais. Le vendredi, week-end, ouais, c'est ça. puis voilà, les parents pouvaient faire le bricolage avec l'enfant. On expliquait c'était quoi l'objectif, comment le réaliser. Et là, tous les petits objets que tu avais besoin pour le bricolage sont là-dedans. Premièrement, les parents voient que quand tu veux faire un bricolage, il faut que tu rassembles plein d'affaires. Puis moi, je leur expliquais comment le préparer. Là, tu mets le bricolage. C'est ça. Le jeu libre, ça peut être ça. Tu mets tout ça sur la table. Mais l'enfant, est-ce qu'il sait comment utiliser la colle? Est-ce qu'il va être capable de vider l'enveloppe puis toutes les parties sont sur la table? Ben non. Peut-être que si tu mets des petits bols avec les petits yeux, avec les petits morceaux de triangle que tu veux que l'enfant découpe, après ça, si tu aides l'enfant à s'organiser, c'est facile pour lui. Fait que pour moi, impliquer le parent, c'est de l'embarquer dans ta pédagogie pour qu'il comprenne qu'ils vivent, les invités. Inviter un parent à une sortie, là, une sortie au musée, à la bibliothèque. Puis nous, on le fait maintenant, fête des mères, fête des pères, tout le mois de mai, tout le mois de juin. Les mamans sont invitées à venir quand ils veulent à la garderie. Okay. Tu viens lire une histoire, tu viens nous aider au dîner. C'est ton moment avec ton enfant et avec son groupe. Fait que c'est un moment que les parents peuvent choisir. Fait que premièrement, ça fait plus la fête des mères. Là, puis là, il faut que tu te déplaces à 15 heures, puis tu coupes ton travail. Tu viens quand tu peux. Mais inviter le parent, puis souvent, c'est quelque chose que les éducatrices ont peur au début parce qu'on est un peu dans le jugement. Puis là, les autres parents vont me voir intervenir. Ben non. Il y a la notion de groupe, puis
c'est sûr que la notion de groupe amène un certain type d'intervention. Ça semble être bien établi dans ton cas. Je me dis, quelqu'un qui nous écoute là, actuellement dit ouais, mais moi, quand je fais une activité, j'ai 2 parents, j'ai 4, 5, 10 parents, peu importe, qui viennent. C'est toujours les mêmes. On est très content qu'ils Oui. soient là, mais les autres, j'en ai pas. Ou je l'ai fait une fois, j'ai eu 3, 4, 5, 10 personnes, puis on a décidé que l'effort n'en valait pas la chandelle. Qu'est-ce que tu réponds à. Qu'est-ce que. Hey, je le sais, je le filme aussi parce que moi Ouais. aussi, c'est ça. Tu sais, c'est pas tous les parents. Mais moi, je me dis tout le temps, la possibilité est là pour les Ouais. parents. Il faut laisser les gens être autonomes et responsables. Faire aussi. leur choix, là. Ouais. C'est très. Je pense que ça, c'est une question de tranquillement de maturité. Là, tu sais, Ouais. quand tu deviens un peu moins. Que tu laisses les gens décider pour Ouais. eux-mêmes. Il y a des parents qui sont intéressés, il y en a qui le sont moins. Ouais. Et c'est correct, les Ouais, deux. ouais, ouais, ça. Il y a jusqu'à un certain degré, là, je veux dire, si tu es complètement désintéressé Oui, du exact. développement de tes enfants, c'est une autre affaire, mais Oui. ça n'a pas besoin d'être nécessairement dans le cadre de du service de garde ou quoi que ce soit, mais ouais, c'est un enjeu. C'est ça. On veut être capable si on veut faire de la coéducation, Oui. ben, il faut qu'il y ait un canal de Oui, communication. Là, tu sais. ben, le comité de parents, moi, je me sers un peu de ça. Puis encore là, j'ai pas un pourcentage Non, immense je comprends. là, de Ouais. gens qui veulent. Il y a un moment donné, nous, on a ouvert la garderie pour le comité de parents. Puis ils pouvaient faire le samedi une activité avec les enfants, les Ouais. parents, contact avec la garderie. C'était un minimum de gens là, qui venaient, mais ça a quand même été gagnant. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, par le comité de parents, ça peut être des possibilités. Mais j'ose dire aussi que les parents nous confient leurs enfants pour le service de garde et sont très occupés aussi. Oui, Fait que oui, ils définitivement. veulent avoir des résumés, Ouais, des contextes, ouais. mais tu sais, il y a des parents, des fois, ça se passe bien, il a bien mangé, Ouais. il est Ouais, c'est heureux, vrai. il pleure pas le matin quand je vais le porter. Ouais. Merci. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup, ouais, c'est ça. Puis c'est ça, faut revenir à ça. C'est pas quelqu'un. Ça veut pas dire que la personne est désintéressée, c'est qu'elle a le feeling que les choses vont bien puis que le développement se passe Oui. bien. Mais ouais. Puis il y a que je le sais pas que je le sais pas. Ouais, Tu sais, ouais, moi, je suis pas dans le définitivement. domaine de la Ben oui. comptabilité. Ouais. Mon comptable m'a déjà dit, oh, mais t'aurais dû me demander des conseils. Mais je Ah, savais tu- pas que j'en avais ouais, besoin. j'en avais besoin, t'aurais dû me le dire. Ouais. Parce que là, maintenant, on est dans le trou. Ouais. Fait que, tu sais, pour les parents aussi, c'est la même chose. Puis je pense qu'aussi, un parent qui a 1, 2, 3 enfants, ben, tu sais, il va être différent parent du Définitivement. premier, du deuxième, du troisième, Ouais. ça, tu le sais. Ouais, Ça te parle, non? définitivement. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est quoi mettons là, tu t'es habité, t'es impliqué, puis tu le fais excellemment bien auprès des équipes là pour intervenir et puis changer les perceptions d'une planification, d'arrêter d'être dans quelque chose de très j'allais dire iconique, là, t'es genre comme très blanc-noir, là, Oui. finalement. Les planifications, ça peut être très diffus au final, là, tant Oui. qu'on est capable de comprendre en fait ce qu'on vient chercher dans les moments qu'on propose aux enfants. Comment un gestionnaire, en fait, selon toi, peut favoriser ou pas non. Comment un gestionnaire peut favoriser ce type de démarche là? Parce que, tu sais, tu le sais, là, c'est ce que tu es en train de dire, ça peut être perçu comme « Ouais, mais c'est pas ça que nous demande le ministère. » Oui. De ce que j'entends de ton discours, c'est saisis-toi et imprègne-toi de la planification, comprends-la pour mieux l'habiter et mieux proposer les choses aux enfants. Ce qui, je crois, fait beaucoup plus de sens que bon, bah allez, aujourd'hui, il faudrait que je trouve une activité sur le socio-développement. Bon, bah alors écoute, on va faire ça y est, on a parlé, c'est bon, socio-actif, c'est fait. Fait qu'il y a comme quelque chose de très Oui. habitable dans ta méthode, finalement. C'est comment un gestionnaire peut amorcer tranquillement ce changement de perception-là, tout en répondant quand même, en fait, parce que ça répond aux normes du ministère et aux exigences du ministère. C'est juste une autre manière de l'appliquer. Oui. Ben c'est drôle, j'allais dire de pouvoir différencier parmi ces éducatrices qui a besoin de quoi. Premièrement, offrir du temps de planification aux éducatrices selon leurs besoins. Quand je dis selon leurs besoins, ça m'est arrivé de laisser une éducatrice complètement libre. Ça m'est arrivé de dire à une éducatrice, écoute, viens prendre ton temps de planification, on va le faire ensemble. Et là, on va faire la planification ensemble. De donner des plus grandes lignes, des lignes différentes à chacune d'elles. C'est pour ça que je te dis, ben, c'est une approche coaching, tu n'as pas le choix. C'est ça. Parce qu'il y en a qui savent, il y en a qui ne savent pas. Donner des modèles,
Puis aussi laisser partir de ce que l'éducatrice a créé. Moi, l'autre fois, j'ai une éducatrice, une nouvelle, et elle est éducatrice depuis quelques temps. Puis elle me disait, j'aimerais ça, moi, faire une activité. Je m'impliquais un peu plus. J'ai dit, parfait, vas-y. Et elle m'arrive avec une activité, un bricolage, avec une idée très prête. Elle avait trouvé ça dans un Élaboré, livre. ouais. Moi, je dis, ben oui, vas-y. Je vais laisser aller ça. Je vais l'accompagner là-dedans. Là, je dis, qu'est-ce que tu penses que tu devrais faire en premier? Fait que là, elle voulait comme un peu se lancer. Je dis, écoute, fais-toi un bac avec les choses que tu as besoin pour faire le bricolage. Fais juste ça la semaine prochaine, là, donne-toi pas de stress. Après ça, à préparer un peu son matériel, je dis, moi, je ferai un exemple. Ça, parce que, puis là, le ministère va nous dire, non, faites pas d'exemple, laissez les enfants bricoler comme vous voulez. Mais elle s'est jamais assise avec 8 enfants à faire du bricolage. Ouais. Fait que, prépare-toi tout dans ton bac pour adapte-toi. tout. Si tu n'en as pas besoin, tu n'en as pas besoin. Si tu en as besoin, tu vas l'avoir. Fait que, tu sais, d'avoir des choses de près. Tout ça pour dire qu'elle a préparé son exemple. Et là, moi, je peux peaufiner. Et après ça, je peux aller dire, tu vois-tu que tu as touché à la sphère langagière parce que tu as emmené des collants de telle chose. Tu as touché à la sphère socio-affective parce que tu as assis les enfants autour d'une table. Ils ont choisi leur place. Et c'est là, OK, c'est facile parce que je viens, à partir de qui tu es, te montrer ce à quoi tu as déjà touché. Parce que c'est de la théorie pour eux autres. Puis là, ils essayent de mettre cette théorie-là en pratique, alors que 70% de leur travail, ils le font déjà. Ouais. C'est juste qu'ils n'ont pas le jargon. Le jargon... Puis pour être capable de l'évaluer aussi, de le voir, tu sais, comme tu disais, la gestion de l'espace personnel, tout ça, si tu sais pas que c'est un enjeu, tu peux pas vraiment mettre le doigt là-dessus puis évaluer si tel enfant ou tel enfant, comment il se développe là-dedans puis où est-ce qu'il est rendu dans son développement. Exact. Puis, tu sais, quand tu assois les enfants en faisant une activité, peu importe si l'activité est à la limite pas pertinente pour un des domaines, elle peut être pertinente pour d'autres choses. Tu peux voir, crime, les enfants ont partagé. Moi, des fois, je le note à la fille. As-tu vu? Les enfants partagent ce que tu as mis dans le milieu de la table. L'autre a dit merci à l'autre ami. Et là, tu prends. C'est pour ça que j'adore l'approche d'être là. Parce que les éducatrices font, OK, tout ça, c'est facile de même, là. Ouais, on en fait tout une grosse montagne, mais finalement, en effet, intuitivement, il y a beaucoup de choses qu'elles font déjà, mais qu'il faut peut-être décortiquer la première fois. Là. On pourrait, en fait, tu le sais, on pourrait en parler un million pendant des heures. On aime bien terminer. Pour la petite histoire, Véronique est arrivée en disant je sais pas si j'ai du temps, j'ai du contenu pour tout l'épisode. D'après moi, on aurait été bon pour un autre. Je comprends, là. Yes. En fait, on aime bien fermer nos épisodes en discutant de choses qui peuvent être mises en application, des choses le plus simple possible. Premièrement, quelqu'un qui rentre dans un poste où est-ce qu'elle va soit encadrer des gens qui font des planifications, soutenir ou justement au niveau de la formation d'autres éducatrices, des aides éducatrices, qualifiées, non qualifiées. Ça serait quoi ton conseil pour quelqu'un qui rentre dans ce rôle-là? C'est drôle parce que je réfléchissais à la chose, puis ce qui est venu pour moi, c'est applique le processus d'intervention éducative avec ton équipe d'éducatrices. Pour intéressant. Toi. Viens observer ton personnel. C'est exactement ça que j'ai fait quand je suis à l'esprit de famille. Commence par venir observer. Prends-toi des notes. Reste en retrait. La deuxième chose que tu vas faire, tu vas aller réfléchir, planifier 2-3 affaires, puis tu vas poser des actions, puis une à la fois. Fais ta rétroaction, puis sois extrêmement patiente. Parce que tu plantes des petites graines. Puis quand ça fait longtemps que tu es éducatrice, puis tu es passée par là, des réflexes, tu voudrais que ça soit là. Je l'ai même eu, moi, quand je suis arrivée à l'esprit de famille. Je me disais, il me semble que j'ai pas de résultats. Je suis comme, mais c'est pas moi qui ai des résultats. Finalement, c'est pas moi qui dois avoir des résultats, c'est les éducatrices. C'est le temps d'expérimentation. Je vais le faire. Des résultats, c'est eux autres. Puis là, tu vois, après 2, 3, 4 semaines, 1 mois. C'est fou la différence. Oups, c'est une causerie. Oups, la fille qui intervient de cette façon-là. Puis là, tu dis, OK, là, je peux passer à l'autre étape, mais ça prend beaucoup de patience. C'est pour ça qu'il faut le décortiquer, puis laisser la personne s'imprégner. Tu sais, une petite causerie le matin, c'est des choses qu'on a mis en place là, pour que les enfants écoutent un peu les consignes. Ça prend 3 semaines, on dit ça prend 21 jours aux enfants à créer une habitude. C'est la même chose pour les éducatrices. Fait qu'une directrice devrait toujours appliquer ce qu'elle veut que les autres appliquent pour elle. Je
comprends. Pour aider à construire son Oui. équipe, ça. Intéressant. Puis pour quelqu'un que ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans qui est dans le domaine puis qui touche à ça. Mais Appelez-la. Ouais, c'est ça. Moi, je l'ai fait. C'est drôle parce que je l'ai fait, ça. Moi, je suis dans le domaine de Montessori. Oui. J'y ai touché. Puis c'était très, très Montessori. Puis à un moment donné, ben, avec le programme éducatif du ministère de la Famille, j'ai Ouais. fait OK, là, la qualité éducative, il y a des choses qui ne fitent pas avec Montessori. Je comprends. Je dois commencer à enlever ça. Puis il y a eu une année où ce que j'ai vécu, il n'y a plus de filles formées Montessori. Fait que Ouais. même moi, ma pédagogie que je veux offrir, j'en ai pas de filles formées. Ouais. Fait que être capable de mettre ça dans la poubelle. Puis, je dis dans la poubelle, là, Oui, pour c'est dire, ça. OK, j'enlève tout ça. Puis je recommence, maintenant je recommence à zéro demain matin. Qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je mettrais? Puis là, Intéressant. de mettre tes points, mais là, tu vas rechercher après ça, là, ce que tu as mis dans la poubelle, Ouais. ce qui est encore bon. Ouais. Pour moi, je trouve que ça l'a bien mélangé les pédagogies. On touche à Montessori, on touche à Piclair, on est allé chercher les points de la qualité éducative. Puis si j'avais pas dit « OK, je fais plus de formation Montessori, puis je mets ça dans la poubelle », je ne serais pas arrivée à la qualité éducative qu'on a là. J'ai comme pris C'est toutes les intéressant. choses intéressantes des autres milieux Puis qui t'habite aussi. auxquelles hein. j'avais de la résistance avant. À la parce base. que, oups, c'était pas Montessori. C'était pas dans la méthode, ouais. Fait que là, enlève la méthode Mais c'est- complètement. Félicitations, parce que c'est pas rien, c'est ça. Sortir de son cadre, de son carcan, puis dire OK, il faut que j'aille voir un peu ailleurs, ça peut être tough. Là. Puis ça revient à l'humilité, là, tu sais, de dire ça se pourrait que je suis pas parfaite, je suis pas parfait, puis j'ai besoin d'aller voir un peu ailleurs, puis tu sais, là, tu parles par toi-même, puis tant mieux, puis si tu l'as fait par toi-même, probablement que tu as consulté aussi du monde autour de toi là, pour être capable d'aller chercher l'info. Là. Oui, aller chercher des formations dans d'autres Ouais. places aussi. Puis, moi, j'ai fait un cours en coaching que j'ai pas fini officiellement. Mais dans ce cours-là en coaching, tu te fais coacher toi aussi, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, la question pour coacher des gens, c'est toi, es-tu coachable? Tu sais, puis même dans C'est Esprit intéressant. Famille, là, c'est drôle, je vais coacher les filles. Mhm. J'ai pris des affaires d'eux autres, puis je leur dis, hey, moi, je prends ça. Toi, j'aime ça, cette affaire-là, Ouais. ramène ça. Ramène Ouais. ça dans mon monde. C'est pas parce que la personne, ton coaché peut t'emmener des affaires. aussi. Définitivement. Ouais. Je veux dire, c'est ça. Quand on aura atteint le summum et le nirvana, on va dire, là, tu peux. Excuse, j'ai mal formulé mon idée, mais il n'y a personne qui atteint ce niveau-là, de Non, dire c'est je ça. suis la référence et j'ai raison en tout point. là. C'est Exact. futile de Sinon, penser tu ça. quittes. là. Ouais. Tu quittes, tu meurs. Si Ouais, tu finis ta ouais, vie. ouais. C'est un hommage qu'on te rend. Exact. Pas pour maintenant, pour toi en tout cas. Ouais. Tu vas rester avec nous encore de belles années. Ça va clôturer en fait pour nous. Véro, merci. Merci d'accompagner les équipes d'Esprit de Famille. En fait, tu le fais brillamment. On a vu une différence intense en fait sur le terrain. On a des équipes engagées, impliquées. Il leur fallait cette dose d'expérimentation que tu leur as amenée, entre autres. Fait que j'en profite pour te remercier et te demander comment on fait pour te contacter. Tu as des services, là, tu parles de coaching, tu parles on parle du fait que tu es intervenu à Esprit de Famille. Où est-ce qu'on te contacte? Comment on fait pour éventuellement, demain, là, il y a quelqu'un d'une directrice qui dit comme, ouais, il me faudrait elle là, dans ma garderie. Là, Ça me fait plaisir. Ça me comment fait on fait plaisir pour... parce que c'est vers ça que je veux m'en aller, parce que bien que je sois propriétaire des 3 garderies, mon équipe de direction est vraiment complète, fait que ça me Ouais. permet de dégager beaucoup de mon temps. En fait, je dirais par Montessori de la Colline directement et par la page de Vague Espace Santé aussi, qui est ma compagnie de coaching en développement. La raison pourquoi je nomme Montessori de la Colline, c'est que je passe quand même toute ma connaissance par là. Le cœur est là, si Le on cœur veut. est là. J'annonce toutes mes affaires sur Montessori de la Colline parce qu'autant les éducatrices que les parents, c'est drôle parce que certains parents nous ont dit « Ah, c'est le fun, on voit un peu ce que vous faites à travers les vidéos que tu vous mets. faites. Ouais. Puis moi, je les faisais pour les éducatrices. Ouais. Je faisais des choses pour les éducatrices. J'ai des parents, finalement, qui ont fait la demande d'être sur le groupe Montessori, une aide à la vie, qui est mon groupe d'éducatrices. Puis je me suis dit, pourquoi pas, dans le Ouais. fond, s'ils veulent mettre des choses à la maison en pratique, c'est excellent. C'est ça, tu as un groupe qui est, moi, je trouve extrêmement intéressant, que certaines filles d'Esprit de Famille suivent là, assidûment, qui s'appelle Montessori, Une aide à la vie. Une aide à la, pas une ode, Oui. une aide à la vie, qui est vraiment intéressant. Je vous invite à aller regarder ce groupe-là. Il y a des exemples très concrets, en fait,
d'activités, d'idées, de réflexions, etc. Fait que allez suivre ce groupe-là, c'est vraiment intéressant. Puis j'imagine qu'on peut te contacter aussi par Facebook de toute façon. Oui, exactement. Merci Yes. Véronique. Hey, merci. À bientôt. Merci de nous avoir suivis. On vous retrouve la semaine prochaine dans le prochain épisode de Pas de sieste pour les pros. À bientôt. Merci beaucoup, Véronique. Hey, merci. Le podcast Pas de sieste pour les pros vous est présenté par Mangrove Petite Enfance, le logiciel de gestion qui vous permet de vous libérer du temps pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment.